À la fin des années 1960, les principales universités québécoises sont McGill et Montréal dans la métropole, Laval à Québec et la toute dernière, l'Université de Sherbrooke à Sherbrooke. Elle compte un peu plus de 62 000 étudiants, dont plus de 80% au premier cycle. Toutefois, elles ne peuvent accueillir une grande partie de la cohorte des enfants du baby-boom qui frappent à leurs portes. Jean-Jacques Bertrand, premier ministre du Québec et chef de l'Union nationale, oui, le parti de Maurice Duplessis, décide de poursuivre avec les recommandations du rapport Parent en procédant à la création de l'Université du Québec en décembre 1968. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle université, mais d'une université nouveau genre, moderne, sans faculté traditionnelle, décentralisée, plus accessible, où les professeurs et les étudiants sont associés à la gestion dans les modules, les départements, à la commission des études et au conseil d'administration. L'Université du Québec à Trois-Rivières reçoit ses lettres patentes en mars 1969. À la première rentrée, en septembre 1969, l'Université du Québec compte 3 constituantes. Montréal, Trois-Rivières, Chicoutimi. Elles accueillent alors un peu plus de 16 000 étudiants. L'Association des professeurs de l'UQTR tient sa première assemblée générale le 30 septembre 1969. L'université compte alors environ 175 professeurs et plus de 3 500 étudiants répartis sur les campus de Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville. La création de l'UQ se fait toutefois dans un contexte très particulier. La planète et le Québec sont en plein bouleversement. La guerre du Vietnam et la lutte contre la ségrégation raciale mobilisent la jeunesse américaine. Mai 68 jette les jeunes Français dans la rue pour mettre l'imagination au pouvoir. Le mouvement hippie remet en question la société de consommation. La crise du pétrole souligne la grande dépendance des pays occidentaux et les Américains envahissent la Lune. Au Québec, René Claude chante « C'est le début d'un temps nouveau ». Terre des hommes donne accès au monde. Le Parti québécois propose l'indépendance. L'Église rentre graduellement dans ses terres. Les chefs syndicaux sont emprisonnés et la crise d'octobre branche le Québec sur les mouvements de libération nationale. C'est à ce moment et dans ce contexte particulier qu'est né le syndicalisme universitaire québécois. L'évêque, vous savez, les évêques, dans ce temps-là, ça emmenait large. L'évêque a dit, on va créer une université à Trois-Rivières. On est rendu dans les tournants des années 60. Mais là, c'est la révolution tranquille. Plus de curés dans l'enseignement. Le gouvernement veut plus de curés dans l'enseignement. L'opinion publique veut plus de curés dans l'enseignement. Bon, l'université de Trois-Rivières ne sera pas créée. Par contre, l'évêque crée le conseil d'administration des cours universitaires du diocèse de Trois-Rivières, un nom long comme ça, qui essaye de rapatrier justement les petites tentatives universitaires qu'il y avait de telles commissions scolaires à Shawinigan, à Trois-Rivières, etc. En 1962, ça devient le CEU, le Centre d'études universitaires. Puis là, c'est un vrai décollage. En 1968, c'est la loi sur l'Université du Québec. Ça crée les 3 premières constituantes, UQAM, UQTR, Chicoutimi. La Rimouski dit nous autres aussi. Ça va être 1969, la première rentrée. Donc, c'est quand même 15 ans de préparation là, qui mènent à la création de l'UQ et de l'ouverture des campus partout en région. Donc, l'UQTR a sa fondation, c'est le CEU, c'est l'École normale Maurice Duplessis. Donc, 40% des professeurs proviennent de l'École normale Maurice Duplessis. La formation des maîtres prend une grande place au début de l'UQTR et de toutes les UQ. L'augmentation, la poussée universitaire dans les années 60, elle s'est accompagnée quand même de l'organisation des professeurs un peu partout. Fait qu'à l'Université Laval, je pense que c'est en 65, une association de profs, à l'Université de Montréal en 66, à l'UQAM, avant même la création de l'UQAM, les profs du Collège Sainte-Marie, qui est une des institutions préalables, s'étaient réunis en association, l'APUC, l'Association des professeurs de l'Université du Québec. Ça, c'était avant. Et nous, ici à Trois-Rivières, on a créé, dès novembre 69, une association de professeurs. Mais c'était des associations, c'était pas des syndicats comme tels. Et là, ça va créer le SPUC,
en 71, puis quelques semaines après, le deuxième syndicat qui est devenu un syndicat, pas tout de suite affilié à une centrale, par exemple, c'est nous. C'est le SPUQTR, devenu un syndicat qui va s'affilier seulement 2-3 ans plus tard à la FNEC-CSN, là. Mais la transformation d'association de profs en syndicat, c'est vraiment une réalité de l'UQ, bien avant une réalité des universités qu'on appelait traditionnelles. Un de mes collègues qui n'était pas très, très syndicaliste, il dit « M'en t'en prendre deux, Paul. » C'était pour une pour montrer à bouler puis à déchirer, puis l'autre, c'était pour la signer. Je pense que l'atmosphère est assez bonne. Il y en a qui ne voyaient pas la nécessité d'une association parce que, comme ils avaient négocié leur salaire de personne à personne avec le recteur, puis les conditions n'étaient pas nécessairement pareilles d'une personne à l'autre. Puis eux, ceux qui avaient des bonnes conditions, qui avaient négocié avec Boulay, tenaient pas tellement à avoir un syndicat. Par contre, les autres, ceux qui venaient de l'école normale, tenaient à avoir un syndicat. Dès la première Assemblée générale, des professeurs clairvoyants et audacieux suggèrent d'accréditer le plus rapidement possible l'Association des professeurs selon la loi des syndicats professionnels du Québec, au même titre que les dentistes, les médecins, les avocats, les ingénieurs, etc. L'association est reconnue à titre de syndicat professionnel le 26 mai 1970 et obtient son accréditation le 8 février 1971. Le comité exécutif de l'association apprend toutefois que les professeurs ingénieurs de l'UQTR ont déjà entrepris une démarche similaire quelques mois auparavant. Ceux-ci souhaitent, comme c'est le cas dans plusieurs autres universités, être accrédités distinctement de l'ensemble de leurs collègues et pouvoir ainsi négocier leurs propres conditions de travail. La direction de l'UQTR hésite à reconnaître l'Association des professeurs ingénieurs tant que le ministère du Travail n'a pas statué sur la demande de l'Association des professeurs. Le commissaire enquêteur du ministère du Travail du Québec accepte la demande de l'Association des professeurs et rejette celle des ingénieurs. Ceux-ci poursuivent leur démarche juridique, avec l'appui de leur ordre professionnel, jusqu'en Cour supérieure du Québec qui, en février 1972, refuse de les entendre. Il n'y aura donc qu'un seul syndicat de professeurs et de professeurs à l'UQTR. Mais aussi bien du côté des directions d'établissement avec le siège social que du côté des syndicats de profs, il y a eu des tentatives. On le voit en effet, des tentatives pour s'en aller du côté de conventions réseau, malgré qu'on voit ça dans nos procès-verbaux. Un des anciens présidents du syndicat, Pierre Sené, en 73-74, il parle qu'on essaie de faire une convention réseau. C'est pas comme ça que ça s'est vécu. Ce qui s'est vécu, c'est par exemple en 76, quand toutes les conventions collectives des profs sont venues à échéance en même temps. Ce qui s'est vécu, c'est aussi bien du côté des établissements qui ont fait des propositions très voisines d'un établissement à l'autre, aussi bien du côté des revendications des profs, des syndicats, qui ont fait des revendications très voisines, mais ce n'était pas réseau, mais il y avait de la concertation, c'est une évidence. Pour les années 1969-1970, les conditions de travail des professeurs ne sont pas véritablement négociées. Le 16 juin 1969, le conseil d'administration de l'UQTR entérine le protocole de travail des professeurs préparé par le siège social de l'UQ. La première convention collective est signée le 31 décembre 1971 et se termine le 31 mai 1974. Les négociations pour son renouvellement traînent en longueur depuis déjà plusieurs mois. Les enjeux sont importants pour les professeurs. Sécurité d'emploi, souveraineté de l'Assemblée départementale et hausse des salaires. Il s'agit de la première véritable négociation des conditions de travail des professeurs depuis la création de l'Université du Québec à Trois-Rivières. À l'été 1974, l'Assemblée des gouverneurs de l'UQ adopte ce qu'on appelle la réforme des prêts, du nom de son nouveau président. Cette réforme majeure nie carrément les grands principes à la base de la création de l'UQ. Indépendance des constituantes, participation des professeurs et des étudiants à la gestion, autonomie départementale, etc. La réforme propose plutôt de confier le pouvoir aux gestionnaires du siège social et plus particulièrement
à son président. En décembre 1974, après une intense période de maraudage, les professeurs décident de s'affilier à la Fédération nationale des enseignants du Québec, associée à la CSN, plutôt qu'à la Centrale des enseignants du Québec. Le syndicat demande aussitôt l'intervention d'un médiateur gouvernemental et amorce une série de moyens de pression afin de débloquer les négociations. L'UQTR réplique en décrétant un lock-out partiel qui insulte les professeurs. La grève générale est décrétée le 1er avril et les étudiants occupent aussitôt le pavillon Pierre-Boucher, perturbant ainsi la gestion de l'institution. La grève se termine le 15 avril, après 11 mois de négociations. La nouvelle convention est acceptée dès le lendemain par 59% des 169 membres présents et après avoir rejeté une proposition visant à poursuivre les négociations. Les professeurs votent aussi une résolution demandant à la direction de l'Université du Québec à Trois-Rivières de ne pas exercer de représailles contre les étudiants qui occupent toujours le centre administratif. Le comité de négociation considère que l'entente conserve plusieurs acquis, ajoute des gains importants, confirme la souveraineté départementale et remet en question la réforme des prêts, dont le sort sera finalement réglé l'année suivante par la grève de 4 mois des professeurs de l'UQAM. On est rendu en 73, OK? Le premier président s'en va, Alphonse Riverain. Là, c'est la contestation sociale tout azimut. Robert Bourassa, qui est là, se dit « Ah, mon Dieu, l'UQ, c'est trop gros, c'est trop cher. Tu peux pas laisser ça aux mains des universitaires. » Tu sais, on va mettre un président qui est un administrateur de carrière qui va te faire marcher ça, là. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Il a choisi Robert Després, qui n'était pas n'importe qui non plus. Il venait de mettre sur pied la Régie de l'assurance maladie. C'est quand même une grosse patente, puis ça marche bien. Il s'est dit, je vais le mettre. Un administrateur de carrière, dans le monde universitaire, il n'y a personne qui a aimé ça. Okay? Les profs n'ont pas aimé ça, les cadres supérieurs n'ont pas aimé ça, même les recteurs des établissements n'ont pas aimé ça. Partout, évidemment, la réforme des prêts a créé du mécontentement, je dirais, universel, hein? Mais c'est nous, à l'UQTR, qui avons donné vraiment le premier coup de bélier contre la réforme avec justement la grève, parce que les profs ont réussi à, disons, notre convention collective était quand même échue depuis déjà quelques mois. Et là, il s'agissait de conserver les acquis. Il s'agissait d'aller éventuellement chercher des augmentations de salaire pour rendre les salaires des profs d'université du Québec comparables à ceux des universités canadiennes. C'est sûr qu'on voulait que le directeur de département reste dans l'unité d'accréditation. Ça avait été gagné, ça, par un tribunal d'arbitrage. On ne voulait pas renoncer là-dessus. Et donc, on négocie, ça piétine pendant 5 mois. Puis finalement, le 1er avril 1975, la grève est déclenchée et ce qui a été favorable énormément aux professeurs, c'est que les étudiants ont été avec nous, les syndicats dans le milieu de l'éducation, en dehors du milieu universitaire, étaient avec nous, même une partie de l'opinion publique. C'est vraiment une autre époque que la gestion à ce point-là interne d'une université rejaillisse, mais ça montrait l'ancrage de nos constituantes dans leur milieu, parce que même l'opinion publique s'est émue en faveur des professeurs. Puis là, toute cette effervescence-là a conduit, en fin de compte, à une victoire sur tous les plans du SPUQTR, de notre syndicat, c'est-à-dire que oui, l'autonomie départementale, cette fois-là, ça a été réglé, on l'a gagné et ça n'a plus été remis en question. Bon, disons que c'est peut-être la première fois qu'on va appliquer dans une convention collective auprès des professeurs de l'université la fameuse réforme des prêts tant contestée depuis qu'on l'a annoncée. C'est très juste ce que vous dites. En effet, il y a 15 jours, l'Assemblée des gouverneurs a voté des politiques opérationnelles et appliqué la réforme des prêts. Et cette réforme comprend une structure présidentielle et autoritaire et un certain nombre de règlements, de telle sorte que notre convention, on ne peut plus la négocier. Elle nous est imposée par le siège social et l'autonomie de la constituante qui devrait nous défendre est marquée par une servilité. La démarche d'adhérer à la FNEC, c'est fait, si on veut, parce qu'on cherchait une centrale pour nous appuyer. Et à ce moment-là, il y a la CSN puis la CEQ qui se sont retrouvés dans le décor. Et finalement, on a fait un genre de vote en Assemblée générale pour savoir
quelle centrale serait prise. Et finalement, c'est le CSN, la FNEC, où c'est ça qui a été accepté. Mais on avait un bloc de professeurs assez confortable pour savoir que ça passerait à l'Assemblée générale. C'était la fin, la conclusion du pointage. Parce qu'on avait un poteau où sont marqués par un plus de tous les professeurs qui étaient en faveur, ouvertement, parce qu'il y avait ceux qui ne voulaient pas se prononcer, parce qu'ils étaient dans une situation un peu pénible où ils étaient en danger. Hein. Alors, avec tous les professeurs qui étaient en faveur, ouvertement, pour que la CSN rentre, et aussi les poteaux dans chaque département qui faisaient la promotion de l'affiliation à la CSN. Il peut être surprenant de constater aujourd'hui que les professeurs de l'UQAM sont membres du syndicat des professeurs de l'UQ, contrairement à leurs collègues des autres constituantes qui sont membres du SPPUQTR, du SPPUQAR et du SPPUQAC, etc. À la fondation de l'UQ, les professeurs de l'UQAM souhaitent regrouper l'ensemble des professeurs du nouveau réseau sous une même bannière syndicale. Le SPUQ est créé en 1971 et adhère immédiatement à la CSN. Le SPUQTR fait de même en 1974 et le SPUQAR quelques années plus tard. Toutefois, la tentative échoue, car le militantisme des professeurs de l'UQAM et les nombreux conflits de travail qui s'y déroulent semblent avoir quelque peu refroidi leurs collègues des régions qui ont successivement quitté la CSN. Mais maintenant aussi, on était tombé dans la FNEC à un moment où il y avait une confrontation entre l'aile modérée, mettons, l'aile modérée qui était de gauche, mais pas assez de gauche pour bien d'autres, entre autres les marxistes-léninistes. Et à la fin de 1976, il y a eu un putsch et les marxistes-léninistes ont pris le pouvoir, et ça voulait dire la purge de la droite bourgeoise, comme il disait. C'était Francine Lalonde, moi-même et quelques autres. On n'avait plus accès à la photocopie et c'était assez effrayant. Le re-questionnement est venu à cause du contexte de la CSN à cette époque-là. Il y avait énormément de grèves. Il y a eu la grève de CJTR, de Nouvelliste. Il y a eu des grèves un peu partout dans l'aluminium. Et là, à ce moment-là, comme il y a la cotisation des syndicats de toute la CSN, quand il y avait une grève quelque part, ils contribuaient. Ça fait que là, à ce moment-là, on est passé dans l'espace de dire de 1% en un an à 2,5% de cotisation sur les salaires. Ça fait que les profs commençaient à trouver ça un peu cher. Hein. Ça a joué. C'est la question que ceux qui voulaient se désaffilier, c'était plus un genre de référendum pour savoir qui était pour la CSN, qui était pour le CEQ, puis qui voulait pas de syndicat. Et Francine Lalonde, qui était présidente à l'époque de la FNEC, avait demandé à Brian Burton et à moi, puis elle nous avait affecté un permanent de la FNEC. Vous allez changer la question. Ça va être, voulez-vous appartenir à la FNEC ou pas? Mais là, finalement, tu liguais ceux qui étaient pour la CEQ, ceux qui étaient contre toi. Moi, je leur disais, dans le fond, ça ne fera pas un syndicat fort, mais ce que ça va démontrer, c'est que le groupe le plus nombreux, c'est celui de la FNEC ou de la CSN. Non, on va régler la question une fois pour toutes, puis tout ça, puis là, tous les pointages qu'on faisait nous donnaient à perdant. Fait qu'on l'a perdu. La première décennie du syndicat des professeurs et des professeurs de l'UQTR fut vraiment très mouvementée.
La première incursion dans l'histoire du syndicat et de ses membres montre bien que ceux et celles qui se sont engagés dans l'organisation syndicale ont pris à certains moments les décisions cruciales qui auront des répercussions à long terme et qui permettent aujourd'hui au corps professoral trifluvien d'être un interlocuteur incontournable et crédible face aux gestionnaires universitaires. Après avoir quitté la CSN, le syndicat pose au fil des années des gestes et prend des décisions qui lui permettront de se doter d'infrastructures, d'une marge de manœuvre financière et des ressources humaines nécessaires pour, comme le prévoyaient ses statuts, veiller aux intérêts économiques et sociaux de ses membres, promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche dans le respect de la liberté universitaire, favoriser l'engagement de ses membres dans leur communauté et une politique universitaire d'intérêt public.